On partageait tous un intérêt commun pour cette idée de sortir du format rectangulaire, du format écran. C'est aussi une façon de travailler non pas seulement le contenu visuel, mais aussi le contexte global en fait. Et essayer de créer comme ça une expérience qui soit immersive d'une certaine façon. Il s'agit donc du label Anti-VJ. Donc c'est un label qui regroupe un certain nombre d'artistes visuels. On a tous commencé à faire un peu nos armes en vidéoprojection, en projetant sur un écran, derrière un DJ, souvent dans des festivals de musique électronique. On fait des installations dans des galeries ou dans des festivals, on fait des scénographies aussi pour des lieux. On va faire des projections architecturales donc sur des bâtiments ou à l'intérieur de bâtiments. Il y a toute la partie recherche et développement, donc de création de software et de tout ce travail-là de recherche très technique, on va dire. Les projets au tout début, c'était un peu l'époque, le moment où on découvrait le mapping. Donc on ne maîtrisait pas la technique, les outils n'existaient pas, donc à partir de là il a fallu utiliser des outils, des logiciels qui étaient adaptés pour autre chose à la base. Une grosse partie de notre travail est très liée à l'expérimentation en fait. C'est ce qui nous a permis petit à petit de maîtriser cette technique du mapping. Avec un vidéoprojecteur et un ordinateur aujourd'hui, on peut envoyer très précisément de la lumière quelque part sur des objets, et utiliser la lumière projetée, la lumière reflétée, pour finalement modifier l'environnement autour de nous et d'une certaine manière, un petit peu modifier le réel, ou en tout cas la perception qu'on va en avoir. Il y a cette idée de sortir de l'écran, comme disait Joanie tout à l'heure, mais je crois qu'il y a aussi l'idée de sortir du contexte du VJ habituel, en fait, le contexte aussi festif, de convier aussi les gens dans des lieux qui sont pas a priori des lieux de performance, de spectacle. Un des premiers projets moi, qui m'a marqué, c'était donc dans une cathédrale à Breda en Hollande, qui était donc le mapping d'un orgue de 20 mètres de haut, je crois, avec 200-300 tuyaux donc, de l'orgue. Il y avait toute l'architecture donc de l'intérieur de la cathédrale qui était mappée également. On avait rajouté des écrans en plus. Il y avait une pièce donc, de 20 minutes qui était assez longue, avec quelqu'un qui jouait des partitions sur l'orgue dans la cathédrale en même temps que les vidéos. Ces lieux-là, ils offrent à la fois ce qu'on a besoin, c'est-à-dire l'obscurité, et un volume énorme et une dimension, juste avec un travail léger de lumière, déjà, il y a un effet incroyable dans ces lieux-là. C'est un projet qui s'appelle Songdo, qui s'est fait en Corée du Sud, donc en août 2009. Donc d'aller faire un projet de mapping de zéro au projet sur place. Et donc on est parti 3 semaines pratiquement sur place en tout. C'est-à-dire que techniquement, on a dû créer un modèle 3D. Et l'idée, c'était non plus de diffuser du contenu sur la façade, mais modifier la perception que les gens allaient avoir de cette structure. Ce qui était assez incroyable dans ce projet-là, c'était que ce bâtiment faisait partie d'une ville en construction, sur une avancée dans la mer, une ville du futur. Ça s'appelle Tomorrow City. Mais un truc qui est assez intéressant aussi, c'est que là on se rend compte de l'importance du contexte sur la façon dont on va développer une pièce. Un contexte qui est assez surréaliste, c'est-à-dire quelques bâtiments, on voyait les tracés au sol de la future ville qui n'existait pas encore. Et sinon tout le reste, ce sont des grues, des camions qui construisent des bâtiments, des squelettes de bâtiments. C'est qu'il y a un côté un peu... presque un peu post-apocalyptique. Enfin, il y a quelque chose d'assez violent quand même, je trouve, dans ce contexte-là. Le côté des fois oui, voilà, le côté in situ est quand même assez primordial dans ce genre de travail. Le but de tout ça, c'est notamment d'utiliser cette technologie aussi pointue qu'elle puisse être pour qu'elle soit invisible et qu'elle permette finalement aux gens de se retrouver devant une expérience visuelle qui soit forte, quoi, mais de garder vraiment le côté humain au premier plan, je pense. On va faire des performances audiovisuelles, donc comme le show avec Murkoff. My name is Fernando Corona, also known as Murkoff, and I'm in charge of the sounds. My name is Simon Gelfus, and I'm in charge of the visuals. We are in Évry, next to Paris. This is maybe our, I don't know, 8 or 10 show. We've been for 2 years developing, and this show was at the end of a small residence we had here together. Actually, the first time
We played together. It was like the first time we saw each other. I think the music of Fernando has this strong cinematographic power. When I listen to his music, I can see the movie. It's going directly from my ears to the visual place of my brain. So I really wanted to stay a bit abstract. It's a music really immersive, so it was really natural to pick that kind of world and to go from galaxies to something really small. And Johnny did an amazing job with the scenography and with the different layers of screen that helps really exploring that idea. And yeah, I mean, I started making electronic music in the mid-'80s. And back then it was a very expensive hobby. You had to buy big synthesizers and samplers and hardware. So from those days to how things are now, it's completely different. Well, I started directly to work on a computer, and the thing is that to be able to have that kind of interaction and collaboration between us, I had to develop all the tools I'm using today to produce the visuals. So I'm also programming softwares. So yeah, technology has as well an influence. We still have some ideas projected for the future. We still have work to do to take it to where we want to take it.